Donc, vous imaginez, vous qui en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcus Dia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyées par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi, qui n'ont toujours pas été interpellés. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout la deuxième partie comme convenu. Alors dans la première partie et plus particulièrement vers la fin, on se demandait comment se fait-il que Bassem Braiki, avec un tel palmarès, autant de dérapages, que ça soit antisémite ou négrophobe, a pu passer à travers les radars d'associations comme la LICRA ou bien tout simplement de l'État français. Malgré tous les signalements qui ont été faits à plusieurs reprises, il semble être intouchable. Est-ce qu'il bénéficie d'une immunité? Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de comprendre à travers cette vidéo. Alors on attaque. Alors comme d'habitude, un max de likes pour soutenir le travail, un max de partage. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Allez, on enchaîne. Vous savez, nous, on est une sorte de vigie, c'est le rôle d'une association. Nous sommes des veilleurs, des guetteurs de la société. Nous, ça fait 10 ans qu'on alerte. Dans ce passage, Alain Jakubowicz, président de la LICRA à cette époque, la LICRA qui est connue comme une association contre le racisme et l'antisémitisme, se décrit comme une sorte de vigie de la société. Le mot vigie dont il fait référence, c'est une personne qui a l'habitude d'observer de loin, par exemple sur des bateaux. C'est la personne qui observe et essaie de repérer s'il y a des obstacles, voire même des fois des ennemis, comme des pirates. Et là, en gros, il sous-entend que la LICRA est constamment en alerte face aux dérives racistes et antisémites. Pourtant, et c'est là où je trouve ça très étrange, il n'a jamais constaté que Bassem Braiki tenait des propos antisémites d'une gravité alarmante. J'ai même l'impression que Bassem a échappé depuis le début de son arrivée sur les réseaux sociaux au radar de cette association. À plusieurs reprises, il a commis des dérapages. Par exemple, des discours antisémites choquants. De se cacher, Hulkan, ta grand-mère la morte, sodomie par le Troisième Reich. Et il s'est même qualifié de Youssouf Fofana. Et souvenez-vous, tout à l'heure, il y a quelques secondes, je vous montrais que Alain Jakubowicz taxait Dieudonné de Youssouf Fofana. Appelez-moi Youssouf Fofana. On va vous refaire une Ilan Halimi, bande de fils de... Vous méritez que ça. Wallah, vous méritez que ça. Je me répète, enregistrez bien. Bassem Vénitieux, on va refaire une Ilan Halimi. Appelez-moi Youssouf Fofana. Et je ne parlerai pas des discours négrophobes de Bassem, car ça doit certainement passer en second plan pour la LICRA, qui de base s'appelait la LICA. Donc c'était la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Par la suite, ils vont devenir la LICRA. Donc il a tenu des propos abominables, allant jusqu'à s'identifier à Youssouf Fofana, le bourreau d'Ilan Halimi, père son âme. Ce jeune homme qui a perdu la vie dans des conditions inhumaines. Une telle provocation dépasse de loin tout ce que Dieudonné il a pu faire durant toute sa carrière. Et Dieudonné reste dans l'humour. Mais il n'a jamais fait ce genre de choses. Et donc il est légitime de se demander comment une association comme la LICRA, qui se veut soi-disant vigilante, à l'affût de toute dérive raciste, de tout dérapage raciste, a pu passer à côté de ceux de Bassem Braiki durant plusieurs années. C'est assez étrange. Je peux comprendre les interrogations d'un politique comme Salim Djellab qui se prononce sur les réseaux sociaux et qui dit « Pourquoi la négrophobie reste-t-elle l'angle mort du combat antiraciste des associations ?» Les discours de haine diffusés par Bassem Braiki, cet influenceur franco-tunisien d'extrême droite, sont tout simplement intolérables. En 2024, il est inadmissible que de tels propos soient encore tolérés. Et il est temps que la justice et les associations antiracistes agissent pour punir ces comportements inacceptables. Et bien entendu, il tague, comme je l'ai pu le faire à plusieurs reprises, Gérald Darmanin,
ensuite Dominique Sopo, la LICRA et la préfecture de police. Je me suis posé la même question et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai fait cette vidéo. Car j'ai vu tellement de personnes reprendre mes publications et taguer la LICRA et Silence Radio. D'ailleurs, le CRAN se pose la même question dans un article où ils disent précisément, dans un journal local de Lyon, plus précisément Lyon Mag, on apprend que le CRAN a décidé de porter plainte contre Bassem Braiki. Et à un moment, on voit un passage très intéressant où le CRAN se plaint que, étrangement, ils ont beau alerter les autorités, c'est le silence. Là, par exemple, le silence de Gérald Darmanin et Aurore Berger pointés du doigt. L'association s'est également étonnée du silence des politiques au sujet de ces propos qui ont pourtant été vus et entendus des milliers de fois sur les réseaux sociaux X. Elle appelle notamment la préfecture de Lyon et le ministère de l'Intérieur à prendre leurs responsabilités. Gérard Darmanin et Aurore Berger, ministre en charge de la lutte contre les discriminations, en tête, dont le silence assourdissant est considéré comme incompréhensible et déplorable. Des articles parlent de son obsession pour les hommes noirs et sa négrophobie. Les personnes LGBT+, et les hommes noirs sont les premiers visés. L'occasion idéale d'étaler en même temps que sa misogynie, sa négrophobie, sa deuxième obsession. Je chie, je danse, je nique, je fais des enfants que je ne reconnais pas, etc. En même temps, si la LICRA, qui est à l'affût du moindre dérapage raciste ou antisémite, qui est prêt à bondir pour défendre les valeurs de la République en allant jusqu'à chercher la petite bête dans les textes de rappeurs comme Freeze Corleone pour les accuser de dérives antisémites, je suppose que c'est parce que les sorties de Bassem Braiki, connu pour être un personnage si discret et mesuré dans ses propos, sont passées totalement inaperçues, malgré qu'il soit le 4e youtubeur le plus streamé, que chacune de ses bavures tourne sur les réseaux sociaux, et que dire à l'époque de ces dérapages antisémites où la LICRA était déjà très active. Il faut croire que les unes des journaux qui en parlaient étaient écrites avec une encre invisible et n'ont sûrement pas atteint les bureaux de la LICRA. Même Time of Israel en a parlé. Alors certainement, un malheureux concours de circonstances. Il est parfois difficile de tout voir, même quand tout le monde en parle. Il apparaît que cet aveuglement perdure encore en 2024. J'ai été jusqu'à pousser le vice en allant sur le réseau X de Alain Jakubowicz, président d'honneur de la LICRA, pour vérifier si je me trompais, et je n'ai trouvé aucun post sur Bassem Braiki. Par contre, j'en ai trouvé pour Dieudonné. J'ai effectué la même démarche sur le compte de la LICRA dont il est président d'honneur, car il est important de le rappeler, et pareil, aucun résultat pour Bassem Braiki. Mais par contre, pour Dieudonné, c'est un fleuve de posts. D'ailleurs, je me souviens de ce tweet où l'association adressait un message pour célébrer la fermeture du compte YouTube de Dieudonné et qu'il regrettait de ne pas avoir de champagne au frais car ils ont été pris au dépourvu et pourtant, ils se prétendent être des vigies. Vous savez, nous, on est une sorte de vigie, c'est le rôle d'une association. Nous sommes des veilleurs, des guetteurs de la société. Nous, ça fait 10 ans qu'on alerte. En effectuant mes recherches, je tombe sur un article du journal local Lyon Mag et je regarde les différents délits qu'il a pu commettre, Bassem Braiki, et vous allez voir que c'est très intéressant. Le blogueur de Vénissieux, révélé par sa vidéo post-attentat en novembre, avait tenu des propos antisémites, appelait à faire une Ilan Halimi. Il avait également incité à casser le Zénith de Saint-Étienne qui accueillait un concert de Booba. Enfin, il avait agressé un individu qui venait à sa rencontre le 15 mai. Bassem avait présenté sa victime comme un homme venu se venger de clash sur Internet. Il s'agissait en fait d'une personne fragile psychologiquement. Là encore, la vidéo est disponible sur la toile. Écoutez bien, pour ces derniers faits de violence en Réunion, 8 mois de prison ferme ont été requis ce jeudi au tribunal correctionnel de Lyon. Son avocat, David Metaxas, a finalement réussi à convaincre les juges de ne pas l'écrouer immédiatement. Bassem Braiki a écopé d'1 an de prison, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Et je crois que c'est par la suite, il avait été incarcéré parce qu'il y avait une histoire, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr, mais c'est parce que, comme il avait du sursis, il avait un problème avec son permis, et c'est pour ça qu'il a été en prison. Sinon, il n'a jamais été inquiété par quoi que ce soit. Vous avez vu, il avait pris du sursis. Mais ce qui est intéressant,
c'est de voir qu'à l'époque, il y avait déjà David Metaxas qui s'occupait de lui. Et la première fois que j'ai entendu parler de David Metaxas, c'est quand il y a eu l'histoire du Red Room. Pendant qu'on l'avait enregistré à son insu, il parle de David Metaxas. C'est quoi dans la vidéo Qu'est-ce que j'ai dans la vidéo Smahli, incitation à la haine où J'ai parlé sur Facebook avec David Nexata, je lui ai dit incitation à la haine où j'ai dit prenez les armes, venez devant. On fait comme les Femmes, on va manifester pacifiquement. Et ensuite, on va observer que tout au long de sa carrière sur les réseaux sociaux, il ne fait que citer le nom de David Metaxas. Quand il s'est fait marbrer par Sadek, c'est David Metaxas qui s'est occupé de cette affaire. Et d'ailleurs, par la suite, on va apprendre par le biais des médias que le frère de Bassem Braiki est un élu à Vénissieux. Qui rentrait de son travail, en bas de son domicile, par 4 individus armés de baramines, de barres de fer, de matraques télescopiques et d'armes de poing, puisque sur une vidéo, on voit... Bassem propose les services de son avocat. Donc voilà, nous avons un avocat gratuit, c'est le mien, David Metaxas. Et ensuite, dernièrement, quand il est dans le bureau de son avocat, soi-disant pour porter plainte, pour diffamation, soi-disant pour les propos racistes et notamment l'histoire de la pendaison des 2 rappeurs noirs du 91. Et bien entendu, nous savons que sa plainte ne tiendra pas la route puisqu'il l'a réitéré dans une vidéo qu'il avait bien tenu ses propos. Je parle en règle générale. Attends, juste pour finir. Ils ont ce paramètre, Hakim, qu'on n'a pas nous. Quand j'ai dit il faut pendre les 2 Renois rappeurs qui ont dit on va au Maroc niquer les Marocaines, ils ont tous fait front parce qu'ils ont senti la couleur noire et c'est normal. Ils sont allés te mettre des mecs pendus dans le Missouri en 1922 pour faire un amalgame avec moi. Parce qu'ils veulent anéantir les Maghrébins. En allant sur le blog de David Metaxas, on trouve plusieurs informations intéressantes et qui vont nous permettre de comprendre la situation concernant Bassem Braiki. Alors, David Metaxas, évidemment, Jérusalem, j'ai toujours été très sensible aux origines de ma famille et surtout du côté de ma mère qui est totalement vouée à la cause israélienne. J'ai un fondement politique, on va dire de gauche, il faudrait que les 2 États arrivent à cohabiter. Alors un peu plus bas. C'est ce qui est le plus intéressant. Il a été de 1998 à 2001 l'assistant du procureur près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en charge de la conduite de l'action publique. En 2001, il intègre le cabinet de maître Alain Jakubowicz, donc maître Alain Jakubowicz qui est le président d'honneur de la LICRA, celui qui mène un combat contre Dieudonné et toute personne qui tiendrait des propos antisémites. Sauf que Bassem Braiki est passé entre les mailles. Alors, avocat à Lyon, au cours de leurs 8 années de collaboration, Maître David Metaxas interviendra entre autres pour la défense de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. De nombreux chefs d'entreprise et élus politiques locaux, ainsi que l'association de défense des familles de victimes de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc en date du 24 mars 1999. Je suis également tombé sur ce message qui remonte à 1 an. Je serai avec mon ami, confrère et avocat Alain Jakubowicz, donc le président d'honneur de la LICRA, à 14 h aujourd'hui devant la 6e chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon contre Ivan Benedetti, militant d'extrême droite, antisémite et négationniste pour ses injures à la suite du procès de l'affaire Axel Dorier. L'intégralité des dommages et intérêts sera reversée à l'école des avocats de Lyon. Merci pour votre indéfectible soutien, vous m'avez porté. Donc là, on voit clairement, il vous dit qu'il va mener un combat contre un antisémite et également en compagnie de son ami Alain Jakubowicz. Il est assez troublant qu'un avocat connu pour son engagement contre l'antisémitisme, ayant travaillé pour la LICRA, donc je répète encore, que signifie la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, se retrouve à défendre depuis des années une personne ayant tenu des propos antisémites et qui encore aujourd'hui s'exprime de manière ouvertement négrophobe. Alors un avocat qui a collaboré étroitement avec Alain Jakubowicz, ancien président de la LICRA, puisque c'est le président d'honneur de la LICRA, son ami, et cette organisation qui lutte fermement contre toute forme de discrimination raciale, entre parenthèses,
mais qui mènent un combat sans limite face à Dieudonné, alors qu'il est réduit à l'état de fantôme médiatiquement depuis plusieurs années. Alors les amis, peut-on se demander si cette relation privilégiée avec la LICRA pourrait expliquer pourquoi son client Bassem Braiki, malgré ses multiples dérapages, n'a jamais été véritablement inquiété ou même sanctionné par cette association alors qu'elle est connue pour être très réactive face aux discours racistes et plus particulièrement quand c'est de l'antisémitisme. Alors pourquoi Bassem Braiki semble échapper à leur vigilance comme s'il bénéficiait d'une certaine forme d'immunité? C'est un véritable mystère ou alors ça cache forcément quelque chose. Ça fait précisément plus de 20 ans que Dieudonné a fait ce sketch chez Fogiel qui l'a banni du monde du show business. Jusqu'à aujourd'hui, il subit les mêmes pressions sans relâche. Ses spectacles sont systématiquement interdits. Alors, Merde, les figurants. qu'est-ce qui se passe ce soir? J'explique. Il y a eu un arrêté préfectoral qui interdit le spectacle Dieudonné sous bracelet. Je vous ai prévenu à l'entrée que j'ai pas mal de spectacles sous le pied, on va dire, dont mon nouveau spectacle, que j'ai pas encore testé. On va tout à fait le faire. Et donc j'ai expliqué, et donc c'est pour ça que vous êtes rentrés, que vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas assister à ce spectacle ce soir, mais je vais vous parler. Et là, il y a un responsable de la police qui vient me dire, alors qu'il n'y a aucun arrêté, c'est complètement illégal, que je ne peux pas vous parler. Attention, je ne suis pas interdit, je ne suis pas interdit personnellement. Mais il y a une difficulté. Je vous invite à venir expliquer aux gens exactement de quoi il s'agit. Monsieur fait son travail, mais simplement il va essayer de nous expliquer. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer, parce que c'est intéressant, il va y avoir une procédure avec le tribunal administratif, puisque là il n'y a aucun ordre légal. Je n'ai pas, monsieur ne m'a pas montré un ordre légal, hein, mais... Je ne vous autorise pas à filmer quoi qu'il se passe. Micro, s'il vous plaît. Arrêtez-nous. Il est encore traîné en justice. Quand il organise des représentations dans des lieux privés, les forces de l'ordre interviennent pour l'arrêter, le traquant comme un criminel. La loi, mais après il y a le droit. Et le droit, c'est que vous n'avez pas le droit d'être là. Mais bon, il faut qu'on respecte le droit. Donc vous allez me notifier sur la voie publique, d'accord? Je demande à toute la police de me rejoindre sur la voie publique. Vous n'avez pas le droit d'être là. A-t-on conscience qu'il a été contraint de se produire dans des endroits aussi insolites que des champs ou même dans un bus? Son Dieudobus, mais les autorités lui font comprendre qu'ils ne le lâcheront jamais. Alors bien entendu, il se défend en utilisant les recours juridiques pour faire annuler certaines décisions, mais cela n'efface en rien l'acharnement et la pénibilité auxquels il fait face au quotidien. Récemment, son histoire de lettres d'excuses qui a été publiée dans Israël Magazine a fait penser à certains qu'il avait finalement cédé. Ce geste a été interprété comme un abandon par ceux qui ne suivent plus son actualité depuis longtemps, tandis que ses adversaires se réjouissaient, croyant qu'ils avaient enfin réussi à le soumettre, mais ils ont oublié un paramètre, c'est que Dieudonné se bat avec dignité depuis plus de 20 ans et ne trahira pas ses convictions aussi facilement. Il y a des associations qui vivent finalement de la polémique, qui alimentent aussi par leurs réactions, qui provoquent aussi. Donc c'est vrai que j'ai répondu à certaines provocations par la surenchère. Donc, Dieudonné, on a donc fait publier cette lettre ouverte dans laquelle vous vous repentez de toutes, comme vous le disiez, de toutes les outrances antisémites passées. Ma démarche, et je la vois beaucoup plus comme une démarche spirituelle que journalistique. J'aurais voulu savoir sur l'échelle de Richter, ou plutôt sur l'échelle de l'authenticité, comment votre lettre se situe de 1 à 10.
au niveau de l'anticité. Et Israël Magazine finira par comprendre qu'il ne cessera jamais de dénoncer les injustices, notamment ce qui se passe en Palestine. Être indépendant, hyper productif, durant ces années, lui ont permis d'avoir le pouvoir financier qui l'empêche de ramper au sol, comme la plupart de ses collègues, et préserver, encore une fois, sa dignité. Si je ne suis plus invité, je ne serai plus invité. Mais je ne peux pas aller contre ma conscience et contre ma dignité. Je ne peux pas. J'ai une dignité, j'ai une conscience. Dieudonné répond donc à Israël Magazine. Ouais, je me devais de répondre effectivement à Israël Magazine. Connais-tu Israël Magazine? Non, je ne connais pas. André Darmon. André Darmon en est le rédacteur en chef et il est très remonté, le Dédé, contre votre serviteur. André Darmon avait, il y a quelques mois de cela, publié une lettre dans laquelle je demandais pardon aux gens que j'avais pu blesser dans la communauté juive à travers mes gesticulations. Et puis finalement, là, il est très remonté, il regrette. Merde, qu'est-ce qui se passe, tout en restant tout à fait poli, vous allez le voir, il m'explique que la publication de ma lettre de pardon dans les colonnes de son journal était une grave erreur due à son extrême bonté. Merde. Une bonté, une générosité intrinsèque, selon lui, à sa religion, sa culture. Parce que je suis juif, je suis généreux. C'est très étonnant. Mais je vous propose, plutôt que de longues paroles, d'écouter donc le Dédé. Je vous le passe immédiatement. Oui, Dieudonné. Excusez-moi, un petit problème technique. C'est pas toujours évident. Oui, Dieudonné. Voilà. Bonjour, je viens de voir ton petit film là qui m'a dégoûté du genre humain. Moi, je t'ai fait confiance, mais bon, ça c'est mon côté peut-être juif, mon côté avec beaucoup de compassion. Tu vois, ce côté juif que tu détestes au fond de toi-même. Qu'est-ce que tu racontes? Parler comme cela du massacre du 7 octobre, alors qu'on en a parlé ensemble, que je t'ai dit que des femmes se sont fait violer, des bébés se sont fait décapiter, qui se sont fait couper en morceaux, sont partis en otage. Il y a des hommes qu'on s'est tués à bout portant, il y a des gens à qui on a mis des balles dans les yeux, qu'on a coupé en morceaux. Et toi, ça t'indispose qu'on compare ça à la Shoah. Mais oui, c'est une petite Shoah. Les gens ils venaient d'un pays qui s'appelle Gaza et qui est libre depuis 18 ans. Il n'y a aucun Israélien, aucun Juif dans Gaza depuis 17-18 ans. Elle est où ton Free Palestine? Tu as pris depuis toujours, et ces abrutis du CRIF et de la LICRA et tout ce que tu veux, on peut les appeler comme ça pour différentes raisons, même qu'elles confondent, finalement ils avaient raison, quoi. Ils sentaient beaucoup mieux les choses que moi. Écoute, je vais te rayer de la liste, je vais te rayer de partout, et voilà, et puis il n'y a pas de mots, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de mots. Donc vous l'avez entendu, un Dédé très remonté. Mais ça ne m'indispose pas du tout. Par contre, c'est ça que je ne comprends pas. Il suffit de regarder les vidéos précédentes, vous allez voir, je ne suis pas du tout indisposé du fait que certains comparent le drame du 7 octobre à la Shoah. Pas du tout, André. Tu fais exactement ce que tu veux. Tu veux le comparer au Big Bang ou à la fin de l'univers, tu fais ce que... Moi, ça ne me dérange absolument pas. Ce crime du 7 octobre, je te l'ai dit et je le répète, est horrible. Je le condamne avec la plus grande virulence, évidemment. Alors que ce qui s'est passé le 7 octobre t'empêche de dormir, je peux tout à fait le comprendre. Tu es résident israélien, tu es israélien, tu vis en Israël et tu as peur, André. C'est tout à fait logique. Tu as envie de crier ta souffrance. J'ai mal, je souffre. Tout cela, on peut le comprendre. Mais le reste du monde souffre aussi, tu sais, André. Donc quand quelqu'un gueule dans un immeuble, l'autre... Je veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères. Ta gueule, on dort. C'est un petit peu ce que les gens ont envie de te dire aujourd'hui. Le 7 octobre, c'est vrai que c'est horrible. C'est 10 fois le Bataclan. Donc en tant que Français, je peux comprendre, toi. C'est insoutenable.
Mais comparer quand même, tu le dis, oui, on peut le comparer, c'est une petite Shoah. Attention, c'est quand même comparé avec 6 millions de morts exterminés dans les chambres à gaz. Tu te lances dans un truc qui est quand même... à moins qu'on nous aurait menti. Non mais, je veux dire, tu sais bien que c'est pas la même chose. Enfin bon. Tu sembles découvrir la dangerosité, André, des djihadistes. Sais-tu que le nombre de décès en 2023 dus à des groupes djihadistes en Afrique, juste dans mon secteur à moi, a dépassé les 30 000 morts, soit 50% de plus que l'année dernière. Tu m'en parles pas de ça. Ce sont des êtres humains. Même si certains soldats de Tsahal me traitent de singe, tu devrais quand même comprendre, tu vois, ne pas te lancer dans ce genre de... Et les Palestiniens qui meurent chaque jour depuis le 7 octobre, enfin... Oui, c'est un pays, il n'y a pas d'Israël, il n'y a que des chars israéliens maintenant qui tirent et des bombes sur les innocents. Stop, en plus, André Darmon, à la compétition victimaire, à la hiérarchisation. Arrête, tu nous casses les couilles, tu comprends? Mais je te le dis gentiment. Vu que le concept de cette vidéo, c'est de mettre en opposition le parcours de Dieudonné et Bassem Braiki, la différence majeure qui ressortirait immédiatement, c'est la constance dans le discours de Dieudonné. Malgré les polémiques et les conséquences de ses prises de position, il ne dévie jamais de ses convictions. Et vous venez de voir avec ce qui s'est passé, avec l'histoire de la lettre d'excuse, puisqu'il ne s'est aucunement censuré quand il aborde le conflit israélo-palestinien, alors que ceux qui tentent de le bâillonner et le dompter depuis plus de 20 ans pensaient qu'ils avaient réussi à le soumettre à force d'usure. A l'inverse, Bassem Braiki, lui, se distingue par son double discours. Ses prises de position varient selon les situations ou les publics auxquels il s'adresse. Et je vais vous montrer le parfait exemple. Je vous partage une ancienne vidéo où Bassem Braiki jouait le pro-palestinien et il reprochait à la communauté maghrébine de ne pas faire assez dans les manifestations et il pointait du doigt le fait que les Français de souche étaient beaucoup plus actifs dans les manifestations. Ça fait plaisir de voir autant de réactions comme ça. Les gens ils viennent, ils disent ah Bassem, ouais, la polémique suite à la vidéo que j'ai mise dans les Halles à Paris où dans une manifestation palestinienne, pro-palestinienne, il y a que des blancs. Mais mesdames et messieurs, ça date pas d'hier ça. Ça date pas d'hier, ça a toujours été comme ça. Et vous vous demandez où sont les musulmans? Bah, les musulmans, ils décuvent. Ils décuvent des soirées à chicha la veille. C'est normal, du monde. Wallahi l'azim, le comportement maghrébin dans ces manifestations est un scandale. Et tu notes, je parle pas des autres, les autres ne m'intéressent pas. Je parle de nous. Wallah, Allah il est témoin, je l'ai vu de mes yeux. Et en ce temps-là, j'étais pas actif sur Internet, sinon j'aurais fait un massacre. Bref, c'est là où tu vois... En début de manifestation, il n'y a que des blancs. C'est que les blancs qui crient dans les haut-parleurs. C'est que les blancs qui tiennent les drapeaux. C'est que les blancs qui tiennent les banderoles. Les Arabes, ils sont où? Bah, les Arabes, ils sont en milieu de file. Ils font des rondes. Ils prennent la darbouka. Mais par contre, pour parler de la Palestine sur vos affiches de soirée 100% femmes, bande. Là, il y a du monde. Là, vous utilisez la Syrie. Vous utilisez la Palestine, là, pour... On dirait que vous culpabilisez. Vous mettez ça dans votre soirée de merde. Vous allez mettre un tout petit stand pour la Palestine ou pour la Syrie, histoire de marquer le coup. Mais en fait, vous faites rien. Vous êtes rien. Wallah, on est devenu zéro. On est devenu zéro. Maghrébin de la France, on est devenu zéro. Cette fois-ci, le discours de Bassem d'aujourd'hui, où il condamne les Français de souche qui manifestent pour les Palestiniens et fait comprendre subtilement qu'on ne peut rien faire pour les Palestiniens, une manière de convaincre son auditoire que c'est une cause perdue et qu'il faut s'en remettre au Créateur. Et il demande que la BRI fasse usage de la force contre ces manifestants. La Palestine, elle vous a rien demandé. La Palestine, il y a Dieu qui la protège. La Palestine, c'est le destin. Et on sait où tous ces gens ils vont finir, Inch'Allah. Donc on n'a pas besoin de vous, vous créez le désordre, vous faites monter l'islamophobie, encore une autre fois vous, comme si que nous on le faisait pas assez. Il y en a marre de vous, il y en a marre de ces bobos de merde qui viennent nous casser les burnes pour rien du tout sur les plateaux TV. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer la BRI? Il faut les sortir à coups de crosse, ces sales gamins, les braquer comme... Les gens, pendant les émeutes, faut faire exactement pareil. Au sol, tête... J'appelle ça la stratégie
Tomer Sisley. Souvenez-vous, à ses débuts, il se présentait dans son sketch qu'il l'a fait connaître comme un juif métissé arabe, où il évoquait la difficulté de ce mélange ethnique et qu'il avait le cul entre deux chaises lors des manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes. Tomer, c'est de l'amour juif new-yorkais en fait. Ouais, il est un peu, t'es un peu bronzé. T'es comme race? Oh là, c'est une longue histoire. Moi, je suis juif et arabe. Ouais, d'accord, merci. Arabe, ouais. À mon avis, mes parents m'ont uniquement pour me faire chier. Je suis juif et arabe. Je sais pas si vous imaginez le nombre d'ennemis que je peux avoir sur Terre. Ah, c'est pas facile d'être juif et arabe. Surtout en France. Parce que moi, à chaque fois que je passe une soirée avec des copains et qu'ils commencent à raconter des blagues, il y a 2 blagues sur 3 qui me font pas rire. Et encore, j'ai eu de la chance, j'aurais pu être blonde. Non, psychologiquement, ça m'a complètement niqué la tête, vraiment. Moi, je me suis déjà jeté des pierres. Oh, arrête, t'es relou. En plus, avec les manifestations pro-palestiniennes le samedi, les manifestations pro-israéliennes le dimanche, putain, j'ai plus un seul week-end pour moi. Quelques années plus tard, on apprendra que non seulement Tomer Sisley n'était pas métissé, juif et arabe quand il explique dans une interview pourquoi il n'a pas été retenu dans le film La Vérité si je mens. J'ai noté que tu avais fait le casting de La Vérité si je mens. C'est vrai. Ils t'ont pas pris. Non, ils m'ont dit que je faisais pas assez juif. Non, c'est vrai? Je te promets. Je te jure que c'est vrai. Wallah. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je sais. Tu pouvais pas dire grand-chose, de toute façon. T'es arrivé sur Paris. Si tu veux, voilà. Bon, les bras m'en sont tombés, parce que je pensais que j'étais à peu près plus juif que tous les autres. En tout cas, j'étais israélien, je parlais hébreu, la religion, je la connais un petit peu, je comprenais pas. Et en fait, évidemment que c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que je faisais pas assez juif tunisien du Sentier. Ça, je veux bien l'entendre. Je ne savais pas ce que c'était un juif tunisien. Je savais pas ce qu'était l'archétype des séfarades. Je savais pas ce que c'est. J'ai pas grandi dans ce milieu-là. Mes parents, ils étaient ashkénazes. Je connais pas. Mais de surcroît, son sketch à la base de sa popularité était un plagiat d'une humoriste américaine. Tomer Sisley a puisé dans son répertoire. Depuis, elle ne décolère pas. Vous devriez penser à vous convertir au judaïsme. On a 20 000 fêtes et on peut ne jamais aller au travail. Tu peux appeler le boulot, genre « Allô, je peux pas venir aujourd'hui, c'est la fête de... » Le seul avantage à être juif, finalement, c'est les fêtes juives. Parce que personne n'y connaît rien. Tu sais, tu peux appeler ton boulot et dire « Ouais, je vais pas pouvoir venir travailler aujourd'hui parce que c'est la... Hamouya !» C'est comme un viol. C'est quelqu'un qui vous vole une partie de vous-même. C'est littéralement votre art qui est volé. Ce qui me rend furieuse, c'est d'avoir travaillé si dur. Et un type débarque et il se sert. Il me reprend mot pour mot. Même ça. Vous savez le temps que j'ai mis pour y arriver. C'est ça que ce type nous vole. J'ai passé des années à traverser le pays pour jouer sans prendre de vacances. J'ai manqué la dernière fête des pères. On a fait tellement de sacrifices pour en arriver là, pour développer notre style, devenir des comiques. Et ce mec se fait du fric, devient même une star de cinéma. Parce qu'il s'est dit un jour, j'ai qu'à me servir dans leur travail, je vais le traduire. Un vrai comique a ses propres idées et une voix, des choses à dire, et clairement, lui, n'a rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien. Tout ce que tu as aujourd'hui est construit sur un mensonge. Tu es un menteur. Et aujourd'hui, voici le discours de Tomer Sisley qui assume une posture radicale en traitant ceux qui manifestent pour la cause palestinienne d'antisémites. Je voudrais juste rappeler que aujourd'hui se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Il y a également une autre chose que j'ai remarqué, après ça reste un ressenti, mais j'ai parfois l'impression que certains Israéliens qui sont nés au Maghreb mettent en avant une identité maghrébine pour gagner en popularité,
En tout cas, ils n'arrivent jamais en disant « je suis israélien » dans les sketchs. Et une fois qu'ils ont atteint une certaine stature, que ce soit sur le plan financier ou médiatique, ils recentrent leurs priorités en faveur d'Israël, mettant en avant des valeurs plus proches de leur identité israélienne et affirment une loyauté nationale une fois le succès établi. Et si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, il s'agirait de procédés utilisés dans certaines agences d'influenceurs qui recommandent aux influenceurs de jouer la carte des musulmans pour taper dans le portefeuille de la communauté musulmane qui représente une énorme part de marché. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Gad Elmaleh qui, lui, avait été affiché par Copy Comics qui avait montré que Gad Elmaleh avait plagié énormément de sketchs et à l'époque, il avait également taclé sévèrement Dieudonné et par la suite, Dieudonné lui a répondu sur scène. Mais quand un humoriste, par exemple, compare la Shoah, comme c'est arrivé il y a quelques jours à Alger, quelqu'un qui se dit humoriste, Vous parlez de qui? De part de Dieudonné, pour ne pas le citer, qui compare la Shoah comme il l'a fait, quelque chose de, il a dit la pornographie mémorielle. Oui. Là, on se dit qu'il peut tout se permettre, on dit que... On parle d'un cas spécifique, là non seulement on ne peut pas se permettre, et je pense qu'il faut qu'il soit jugé pour ces idées-là, et qu'aujourd'hui, je ne savais pas qu'on allait en parler, mais ça tombe très bien. Il faut arrêter de tourner autour du pot et de se demander si Dieudonné peut-être a des idées. Il dit, tout haut, tout fort, il trimballe des idées profondément antisémites. Et des idées graves, des idées très très graves, quoi. Et je pense qu'il faut qu'il soit condamné pour ça, mais réellement, quoi. Parce qu'il va très très loin, quoi. Et moi, ça me met en colère, quoi. Et ça me met encore plus en colère de la part d'un artiste, quoi, qui connaît la responsabilité de l'espace public. Quand on s'adresse à des gens, quand on s'adresse à une assemblée de gens, on sait qu'on est fort, on sait qu'on est dans la lumière, on sait qu'on peut plus facilement séduire, entre guillemets, les gens. Et il en profite. C'est totalement irresponsable. J'ai entendu parler de ce spectacle au Zénith où il y avait des gens en train de hurler, tout ça. Et ce qu'il faut dire, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a une méconnaissance et une ignorance profonde du phénomène. Il confond tout, il mélange tout, il ne sait pas ce qu'est Israël, il confond la communauté juive, le sionisme, les religions en Israël, les musulmans, les islamistes, les... Mais alors pourquoi il a pété un n'est pas pont, dans un vrai combat que moi j'aimerais mener, il n'est pas citoyen, il n'est pas citoyen, moi je veux dire, il n'est pas l'héritier d'une tradition de paix, il ne l'est pas, je suis désolé. Moi j'ai envie de l'être, mes potes musulmans ont envie de l'être. Jamel, d'ailleurs, s'est totalement désolidarisé de Dieudonné. Voilà. Il a dit la semaine dernière. Les discussions que j'ai avec Jamel ou avec Roche Dizem, on est ensemble, on est des citoyens en France et on veut mener ensemble un truc pour la paix, réellement. Mais à partir du moment où ces thèses-là sont dites publiquement et tout, je pense qu'il n'y a même plus de discussion à avoir, il faut arrêter net, quoi. Et j'en ai marre qu'on excuse ça sous prétexte que c'est un artiste, et j'en ai marre qu'on se soit confortable de dire ouais, en même temps il a du talent, mais ça on le sait, mais on s'en fout, quoi. Parce que demain si c'est un autre mec qui dit ça, demain si Le Pen il fait ça, tout le monde descend dans la rue, Pourquoi? Parce que c'est Dieudonné, on doit fermer notre gueule? Non, moi je ferme pas ma gueule et je trouve qu'il va trop loin. Merci de l'avoir ouvert la gueule, c'était très bien, merci infiniment. Red Charles. J'avais mentionné que j'allais revenir sur le fait que Dieudonné a été progressivement effacé des médias traditionnels, mais également des plateformes alternatives qui lui servaient de relais promotionnel. J'ai chaud à la tête devant le barbecue. Si les merguez sont cachères, j'aurais peut-être la corde au cou. C'est mon Shoah. Qui écrit cela? Qui chante cela? C'est Dieudonné qui vient d'être banni de Facebook et d'Instagram. Bonjour Stéphane Nivet. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Pour cette chanson, C'est mon Shoah, Dieudonné a déjà été condamné, 9 000 € d'amende. C'était une chanson sur YouTube qui a depuis été retirée. Désormais, Facebook, le groupe Facebook, donc Facebook et Instagram, considèrent que les propos tenus et relayés par Dieudonné ne sont pas conformes aux règles du réseau social. Vous vous en réjouissez, j'imagine. Oui, la décision prise par Facebook hier est une bonne nouvelle. Elle permet de régulariser une situation qui n'avait que trop duré. Alors le groupe Meta l'a banni à vie de Facebook et Instagram, lui faisant perdre un compte Facebook comptabilisant plus d'1 million de followers. YouTube, qui à l'ancienne lui avait déjà fermé une première chaîne qui existait depuis 4 ans, va le bannir définitivement et fermer sa deuxième chaîne qui existait depuis 6 ans et qui regroupait plus de 400 000 abonnés. Et pour vous dire,
Il a essayé d'ouvrir à plusieurs reprises d'autres chaînes et la durée de vie maximale de l'une d'entre elles était de 91 minutes après création. Il a également essayé d'ouvrir un compte TikTok où il partageait des vidéos avec ses enfants. Le compte a sauté. Alors il faut comprendre que les adversaires de Dieudonné ne sont pas des petites pointures. Et comme je vous l'ai dit, si c'était réellement une opposition contrôlée, on lui laisserait tout de même une marge de manœuvre. Alors le point commun avec toutes ces plateformes, c'est que pour justifier les fermetures qui lui ont causé un préjudice notable, ce serait soi-disant la lutte contre les contenus haineux et en même temps d'autres figures controversées comme Bassem Braiki semblent échapper à ces mesures de censure. Il continue à avoir une chaîne YouTube active où il diffuse parfois des contenus qui pourraient être perçus comme racistes sans pour autant être inquiété par les associations ou ces plateformes qui combattent les contenus soi-disant haineux. Il y a un Maghrébin, un frère marocain, Allah yarhamou, à Rennes, il s'est fait massacrer par 5 subsahariens. Il est mort. Allah yarhamou. Si ça avait été Dylan le métis, la chatte à vos mains, elles auraient été dehors, là. Elles auront été dehors. Les maghrébines, elles seront en train de sucer, là. Elles feront des TikTok à cause de Bassem, la division, à cause de... Pouh, alikoum, bande de traîtres. Je t'ai donné un... Traîtres, Ali, nos premiers ennemis, c'est vous. Nos premiers ennemis, c'est vous. C'est vous. Vous, bande de chiens. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, imaginez si c'était l'inverse, mais la batte, mais tu rigoles. Si c'est l'inverse, wallah l'azim, nos imams barba scratch maghrébins bénévoles les premiers. Ouais, les frères, salam alaikum. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut que je... Arrêtez de dire c'est pas vrai. La vie de ma mère, c'est eux qui grandissent avec la haine du maghrébin, qui lui écrase sa tête pour rien, c'est eux. Je vous ai dit, là-bas, c'est pas les mêmes. Ceux du 78, c'est pas les mêmes. Voilà que c'est pas le les 9-1, mêmes. Ils ont une haine. Voilà, c'est pas les mêmes. Les Renois du 9-1, ils ont une haine contre les Harbis, une haine. Alors que faut-il comprendre? Qu'il faut être validé par les ennemis de Dieudonné pour pouvoir bénéficier d'une immunité. Alors qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Donnez-moi votre avis à travers les commentaires. Ah oui, j'oubliais. Dieudonné est également interdit d'ouvrir un compte bancaire en France et d'utiliser des services comme PayPal. Alors revenons à cette opposition de parcours. Alors à titre de comparaison, Bassem Braiki, qui a été condamné pour violence sur une personne handicapée, est connu pour des dérapages antisémites et négrophobes, est relayé par certaines figures politiques comme Gilbert Collard, Jean Messia, Damien Rieu. On peut également voir Damien Rieu et Julien Audoul participer à ces lives, et la particularité de ces figures citées, c'est qu'ils sont affiliés à des partis qualifiés d'extrême droite. On peut lancer un débat, Damien Rieu. D'accord. Moi, Damien Rieu, j'ai envie de te dire une chose. Moi, je fais partie de ces Maghrébins-là qui respectent le drapeau français. Alors moi, ce qui m'a choqué, c'est que Bassem se revendique d'être un ami avec Karim Benzema. Et Damien Rieu, qui participe à ces lives, a attaqué Karim Benzema en l'associant à des djihadistes. Chers soutiens, c'est une énorme surprise, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de gagner mon procès face à Karim Benzema. Le verdict vient de tomber à l'instant et le tribunal a reconnu que j'avais parfaitement le droit de dénoncer les ambiguïtés islamiques du Ballon d'Or. Pourtant, Bassem avait bénéficié du soutien de Karim Benzema après son agression par Sadek. Et je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu attaquer Damien Rieu, ni même pris la défense de Benzema dans cette affaire. Bah déjà, c'est un mec de Lyon, Bassem. Donc voilà, l'autre fois, il lui est arrivé une galère, c'est pas bien. C'est pas bien parce que voilà, ça se fait hop. Après, grosse force, hein, c'est un mec du 6-9. Nous, on s'entraide dans le 6-9. Et voilà, c'est un bon pélo. Hein. Après, je rentre pas dans ces vidéos, dans le détail, dans tout ça. Moi, je l'ai déjà vu et c'est un bon pélo. Grosse force, Bassem. Dites-moi si je me trompe, mais moi, je n'ai vu aucun post de Bassem Braiki qui soutenait Karim Benzema contre Damien Rieu. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai fait des recherches sur son compte X et je n'ai trouvé aucune publication qui attaquait Damien Rieu. D'autre part, Bassem Braiki n'a aucun problème à trouver des agences d'influence pour promouvoir ses services malgré ses antécédents. Il est même relayé par des médias comme Valeurs Actuelles Plus qui ont sorti une vidéo sur lui intitulée Top 10 des dingueries de Bassem Braiki. Et pour moi, cette vidéo, quand je la visionne, c'est plus un best-of humoristique de Bassem
qu'une vidéo qui évoque ces dérapages racistes. Alors c'est d'autant plus surprenant que des personnalités comme Baudouin Wiesmann, qui était désigné à l'époque comme chef de Valeurs Actuelles, puisque aujourd'hui il ne fait plus partie de l'entreprise. Salut à tous, c'est Baudouin Wiesmann de VA+. Aujourd'hui, je suis de retour à Lyon où j'ai fait une partie de mes études. Et qui, sur les réseaux, aime publiquement se prononcer contre l'antisémitisme, semble avoir fait abstraction à l'époque des comportements racistes de Bassem Braiki. Alors vous savez quoi? Si on regarde bien, l'unique point en commun que j'ai trouvé entre ces personnes, donc oui, ils ont d'autres points en commun, mais je veux dire le point en commun entre David Metaxas, Baudouin Wiesmann et Alain Jakubowicz, ils ont tous un lien avec Lyon, tout comme Bassem Braiki. Peut-on dire que les associations de lutte contre le racisme, ou même l'État, sont complices par leur silence face au signalement des dérapages de Bassem Braiki? Parce que si le témoignage de ce dénommé Ahmed Le Cagoulé est véridique, cela donne une toute autre dimension à la propagande haineuse de Bassem Braiki. Cet homme affirme, et vous allez l'entendre, que Bassem Braiki l'a orienté vers une agence qui l'a payé pour attaquer des Noirs lors de live sur les réseaux sociaux. Cela laisse entendre qu'il y a forcément un plan, un programme derrière tout ça. Car quel serait l'intérêt que des agences financent des personnes pour alimenter des tensions entre des communautés? Si Bassem a réellement proposé les services de ces agences, connaissant son goût pour l'argent, il est fort probable qu'il travaille lui-même pour ces agences. Autrement, il n'en connaîtrait pas l'existence. Bien entendu, cette théorie n'a de sens que si réellement le témoignage du dénommé Ahmed est véridique. Et s'il tombe sur cette vidéo, je l'encourage à me contacter et me faire parvenir les preuves. Je continue comme ça, je ne vais pas me disperser. L'autre de Lyon, il est venu, il m'a dit Ben Ahmed, je sais que tu attaques Algérie, Maroc, Tunisie. Je lui dis attends, j'attaque pas les bleds, j'attaque les gens qui ont insulté Shahid. Et vous savez très bien les gens, rajoutez mon télégramme, j'ai mis des Karrouli, sans chicot. J'ai mis des Kararila, j'ai mis des Karrouliettes, j'ai mis certains Maroquis. Tous ceux qui ont taillé et qui m'ont calomnié, je les ai mis sur Telegram et je suis content parce que ce réseau, il n'y a pas de censure, c'est le meilleur. Tahia Telegram et Tahia la Russie, Tahia Poutine qui a fait ce réseau pour moi. Par Allah que ce réseau a été fait pour moi, moi je kiffe. Bref. Et il m'a dit Ben Ahmed, là je vous parle de Braiki, hein. Il m'a dit Ben Ahmed, il faut que tu t'en prends aux bonnes personnes. Je dis comment ça? Il m'a dit par exemple, Braiki m'a dit ça à Mohamed Cagoulé le King, anciennement Cagoulé le King. Il m'a dit, Ben Ahmed, moi je te propose un truc, je te branche avec une agence, ils vont te donner un billet, je vous donnerai pas les détails, hein. Les mails, pas les mails, on s'en fiche. Il m'a dit, je te branche avec des gens, je te branche avec eux, tu prends ton billet, par contre pendant une semaine, il faut que tu dégues ce... J'ai dit, c'est quoi le concept là? Il m'a dit, bah regarde, les kahlouches, ils font des lives, ça fait 2-3 ans, ils insultent Arbi, Arbiyette. Je dis, ok. Je me suis dit, attention, c'est pas qui m'a acheté. Je me suis dit, c'est vrai, c'est réel. Parce que moi, sur Telegram, je me suis déjà exprimé sur ça. J'ai déjà mis des morceaux, des recordings, des cuts, où c'est vrai qu'Algérie, Maroc, Tunisie, Palestine étaient attaqués. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ok, j'accepte. Je suis arrivé, j'ai fait un live, 2, 3, j'ai fait une semaine de live non-stop. J'ai dégué tout le monde, tous ceux qui méritaient. Mais comme l'autre Braiki, c'est un psychiatrique qui fume 90 joints par jour, 7 shekem, je dis rien, je fais rien. Les gens ils filment, je dis rien. J'ai dégué tous les khaliches, tous ceux qui méritaient. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Par Allah, je suis pas un sistra, frère. Moi, que tu sois violet, jaune, vent, tout, je m'en bats les steaks de toi, frère. C'est pas toi qui remplis mon frigo, Roya. En plus de l'incitation financière, d'ailleurs, le dénommé Ahmed Le Cagoulé va donner le montant dans un live. Il s'agit d'un montant de 3000 € par semaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit il faudrait que tu attaques les khaliches. Et de là, il m'a proposé une somme. Mais c'était pas lui. C'est pas lui qui payait. C'est quelqu'un d'autre que je vous le dirai jamais. Et effectivement, j'ai touché 3 cas. Bassem Braiki, selon les dires de Ahmed Le Cagoulé, lui fait comprendre que depuis 3 ans, des hommes et des femmes arabes sont la cible d'attaques de la part de Noirs dans des lives. Comme je l'ai déjà expliqué, Bassem Braiki est particulièrement manipulateur dans sa façon d'alimenter les tensions entre les communautés depuis plusieurs années. Ses discours négrophobes ont eu un véritable impact sur certaines personnes de la communauté noire. En cherchant systématiquement des faits divers et d'actualité impliquant des conflits entre Noirs et Maghrébins, il fait cela pour nourrir la frustration et la haine négrophobe chez ses abonnés. Et vous pouvez le constater en écoutant son discours sur sa radio et sur ses différents réseaux sociaux. En ce qui me concerne, moi, je suis persuadé
qu'il est en grande partie responsable des dérapages racistes de certains Noirs. Paradoxalement, il semble avoir besoin de ces dérapages pour continuer à convaincre d'autres individus, comme Ahmed le Cagoulé. Et bien entendu, cela repose sur l'hypothèse que le témoignage de ce dénommé Ahmed soit véridique, même si plusieurs éléments tendent à confirmer son histoire, notamment sa manière de fonctionner sur TikTok, où il apparaît comme un leader de groupe. Et pour illustrer ce que j'avance, je vais vous partager une vidéo où Bassem répond aux reproches de certains de ses fans. Et dans celle-ci, il leur reproche de se cacher derrière lui, car il n'assume pas leur position. Il leur dit même à un moment qu'ils représentent 90% de racistes. Ce qui montre bien qu'il est pleinement conscient de la présence de racistes parmi ses abonnés. Et pourtant, il les encourage à s'exprimer. En tout cas, c'est ce que je comprends à travers ses paroles. Et dites-moi si vous comprenez la même chose que moi. Alors en définitive, je pense que Bassem Baïki a méthodiquement exploité la plateforme TikTok pour entretenir cette dynamique toxique entre les communautés. Et je vais vous montrer la raison de ma réflexion. Mais dans un premier temps, je vous partage cette vidéo où il s'adresse à ses fans. Faites comme moi, montrez-vous, je vous partagerai. Assumez vos positions, je vous partagerai. Ouais, tu m'as déçu. Ouais, tu m'as déçu de quoi? Ouais, tu représentais des valeurs, tu représentais des valeurs où tu te caches derrière mon dos. Ou derrière mon dos, il y a 90% de vrais racistes. Alors que nous, on prend position sur des vraies choses. Oui, ceux qui se cachent derrière mon dos, quand je suis pas là, ils vont voir leur sahaba. Lui, il craint, lui, c'est de la merde. Mais t'es derrière mon dos et tu te caches. Fais des vidéos, je te partagerai avec. Alors, à défaut de partager des vidéos de ses abonnés, on peut retrouver très facilement des disciples fidèles qui propagent leur haine négrophobe à travers des lives. Lorsque je visite certains de ces lives, il est frappant de retrouver des slogans qui lui sont directement associés ou qui sont fortement inspirés de ses discours, comme un écho inquiétant de son influence toxique. Alors ces espaces deviennent alors des lieux de diffusion de préjugés et de violences verbales où des propos ouvertement racistes sont relayés sans complexe. Je vous propose de vous faire découvrir ces lives sur TikTok mêlant le ridicule et rien que le ridicule. Alors dans cet univers, Bassem Baïki est surnommé le général. Lorsqu'il arrive, c'est sous les ovations que le général est accueilli, comme si une réception militaire battait son plein. La scène est orchestrée de manière solennelle. Les fidèles subordonnés, tels que Kakou, Ryder et Saddam, sont en ligne, prêts à recevoir les ordres de leurs supérieurs. Il y a... Ouais, Bassem! Salam alaikum, général! Salam alaikum wa rahmatullah! Avec le frère Saddam, on a les frères, on a du lourd avec nous. On a le général! En espérant que vos familles et vos proches se portent bien, les frères. Walhamdoulilah, quand t'es sur mon live et il y a le frérot Saddam, les deux, je m'inquiète pas pour l'élocution du live, les refs, ça va être du 5 étoiles. Alors les frères, les sœurs, j'ai raison depuis le début. Depuis le début, j'ai raison. Bon, la seule chose que j'ai fait, c'est en parlant mal, j'ai manqué de crédibilité à la cause, mais la cause était juste. Et j'avais raison depuis le début. Bon. Le champ lexical militaire a beau être mis en avant, ça n'empêche pas certaines dérives intolérables de survenir. Des bruits de singes ont été entendus lors d'un live. Alors le général, fidèle à sa position de chef, s'adresse alors à ses troupes pour recadrer la situation avec gravité et autorité. Il rappelle à ses subordonnés l'importance de la discipline pour ne pas être pris à dépourvu par l'ennemi. Qui sont là? Ok. Ah, ça y est, c'est bon. Hier à la radio, on m'a envoyé sur Snap ce live-là. Samahni, il y avait des bruits de singes. Hachemou, les frères, faut être juste. Moi, je combats les injustes avec les arguments. Mais de là à faire des bruits de singes dans ces lives, c'est leur donner du grain à moudre à ces hayaouans, frère. Wallah, wallah. Le général mobilise ses troupes avec des mots soigneusement choisis, les galvanisant pour continuer à assurer leur présence sur des lives organisés entre eux. C'est pas à vous de vous mouiller, mais nous, déclare-t-il. Assumant pleinement son rôle de leader, il ne se contente pas seulement de briefer sa troupe, il réconforte
et encourage ses fidèles. Entre deux anecdotes qui viennent du fruit de son imagination, le général félicite ses troupes, fiers de leur implication et de leur loyauté. On n'a pas besoin de vous afficher, parce que si on vous affiche, c'est qu'on vous aime pas. Restez en silence, on sait que vous êtes là. Parce que ces gens-là, ils vont utiliser la pression populaire. Moi, je la supporte. Je suis fait avec. Mais vous, rentrez pas dans ça. C'est pas à vous de vous mouiller. C'est à nous. Vous faites des lives, vous parlez avec votre voix. Rabbi Hafdkoum, c'est amplement suffisant. Ouais. Montez pas dans les lives. Non, mais Bassem, moi je pense... Voilà. Non, Bassem, moi je parlais pas de... Ce qu'on essaie de te dire, c'est qu'on doit parler aux sœurs. Je parle pas de monter dans leur live, je parlais de parler entre nous. Et c'est important, faut pas qu'on ait cette peur-là, faut pas qu'elles aient cette peur-là de passer pour des racistes. Quand Yousra parle de ne pas avoir peur de passer pour des racistes, ce n'est absolument pas du second degré. Il suffit de la voir à l'œuvre pour comprendre la gravité de ses propos. Si après avoir observé ce qu'elle dit, vous n'arrivez toujours pas à saisir ce qu'est le racisme, alors je crains de ne rien pouvoir faire pour vous les amis. Préparez-vous, ça va être magistral. Et Bassem encourage ces personnes à faire des lives. Il y a certains Arbis, Bassem, qui se disent, les Maghrébines maintenant c'est tous les mêmes, on va vers autre chose. Yousra, ça fait mal au cœur à toi. En plus, t'es jeune. Imagine un mec comme moi et Marocos qui va parler maintenant, qui est de ma génération. Oximou Billet dans les années 90. Ose dire maghrébin, juste. Ose dire ça. Parce que nos sœurs, elles restent à la maison. Nos sœurs, elles ne nous hachemaient pas comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui a niqué le rap, le tménique, la gauchiasse, qui a fait tapiner les maghrébins, qui a fait de l'association Touche pas. Tous ces trucs-là. Bref. Moi, messieurs, alhamdoulilah, vous êtes là, vous êtes bien. Moi, je vais préparer en haut. Force à vous. Et puis, barakallahu fikum, vous tous qui êtes là, wallahi, on est fiers et honorés. Voyons de quel genre de personne Bassem est fier et honoré. Je vous propose d'écouter quelques passages de live. Commençons par Yousra, qui expliquait qu'il ne faut pas avoir peur de passer pour des racistes. Est-ce qu'il avait des lèvres qui sortaient? T'as vu, Hacha Khalaq Rabbi, c'est tous les mêmes. Oui, effectivement. Donc c'est un subsaharien, il doit venir du Tchad, du Niger, du Mali. Bon. Mais moi je pense que ce peuple aurait dû être éradiqué depuis longtemps. Hein. Ouais, ça me pensait. Et dit, je pense que ce peuple aurait dû être éradiqué depuis longtemps. On aurait dû laisser les nazis faire le taf, voilà. Non, pas les nazis. Mais moi, je pense que... Les nazis, à l'époque, ils avaient demandé à faire alliance avec nous et on a refusé. Tu mens. Quand? Wallah, dis-toi ça, en plus, on me l'a appris à l'école. Hein. Alliance avec nous, mais pas pour éradiquer les Khal. Non, mais c'était la seconde étape, les Khal, c'était les feuilles après les Khal. Hein. Et dis-toi ça, on me l'a appris à l'école, wallah. Ah ouais? Mais wallah, j'avais une prof, c'était l'assistant. Hein. Mais wallah, j'avais... C'est qui est parti? C'est Tim Hlib. Parce qu'il y avait un écho, je pense. Bah si les nazis, bah moi je suis un national-socialiste, donc personnellement, pour ma part, je le contre... Tranquille les frères, les sœurs, wallah, vous parlez de nazis, Hacham les frères, ouais. Atlava, si ces gens-là, ils pouvaient le faire avec une serrure, ils l'auraient fait. À force d'écouter des lives, j'arrive à reconnaître certaines similitudes au niveau du champ lexical quand des personnes ont l'habitude d'échanger ensemble. Et là, par exemple, quand Yousra dit « et ces gens-là », je revois Bassem aussi dire « et ces gens-là ». Bref, le mal, il est fait, Haya Ma'alish. Dieu me le fera payer. Il me le fera payer ou pas, parce qu'il connaît mon cœur. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de fierté à avoir vis-à-vis de ça, parce que j'ai grandi avec tous ces gens-là. Yousra, effectivement. Yousra. Oui. Wallah, je voulais revenir sur la question de tout à l'heure. Wallah, j'étais occupé, j'avais un petit truc à faire. Un Congolais qui a faim, il a pas mangé depuis des jours. Wallah, tu lui donnes pas à manger. Wallah, je lui donne pas. Tu te rends compte qu'ils nous ont... Parce que, faut en parler, t'as vu le Covid? Les Chinois, ils ont pris cher, les pauvres. Hein. J'espère qu'eux aussi vont prendre cher par rapport à la variole du singe. Il y a un cal qui a...
pénétrer un singe. Mais tu te rends compte, un singe, mis à part le fait qu'ils mangent du singe, ces gens-là, ils font ça avec des singes. Et il a fait circuler une maladie dans le monde entier maintenant. Je ne sais pas si les personnes qui tiennent des propos racistes souffrent d'une déficience intellectuelle, mais la variole du singe n'a absolument rien à voir avec une prétendue relation entre un singe et un humain. Bonjour, il nous a semblé important de faire un point sur le monkeypox, ou ce qu'on appelle également la variole du singe, une appellation impropre car l'origine de ce virus, qui est un orthopox virus, vient très certainement des rongeurs. Et le singe en est la victime au même titre que l'homme. Mais alors, pourquoi l'appelle-t-on la variole du singe? Eh bien, lorsque la maladie a été découverte en 1958, elle a d'abord été repérée parmi un groupe de singes qui étaient détenus à des fins scientifiques, d'où le nom de la variole du singe. Et un fait intéressant, c'est que les experts pensent que la maladie trouve en réalité ses origines chez des petits mammifères comme les rongeurs. Jeffrey, t'es de quelle origine toi tu viens de monter? Alors justement, moi d'abord, il faut que je me présente. Moi je suis un Malien. J'ai 2 ans. Bah, ça commence bien. C'est un Malien. Non, il n'y a pas de ça ici. Lui, non, arrêtez. Il n'y a pas de ça ici. On va dater l'ab de Malien. Les gars, respectez la volonté de l'autre. Déjà, elle nous a dit qu'elle voulait 50 000 € en or. Alors vous croyez qu'elle laissait en live? Non, mais je veux pas que ces gens-là ils montent avec nous, voilà. Alors il faut savoir que j'ai signalé les propos de Yousra, et plus particulièrement le fait qu'elle appelle au génocide des Noirs, et dans la foulée, elle m'a contacté pour dire qu'elle pense qu'elle est rentrée dans quelque chose de mauvais, à force d'écouter des lives, ce qui prouve que les discours de haine peuvent avoir un véritable impact sur les faibles d'esprit. Et par la suite, elle m'a dit je supprime tous mes réseaux sociaux. Donc elle a supprimé son compte TikTok et également son compte Instagram et a pris la précaution de supprimer tous nos échanges. Mais j'avais déjà fait des captures d'écran. C'est pas une personne en particulier qui m'a monté la tête, je te dis la vérité, c'est le fait de participer à ce genre de live, les écouter, voir les vidéos qui circulent, les polémiques récentes de... Il me semble qu'il y avait un mec au Maroc qui avait insulté les Algériennes, les Marocaines. C'est toutes ces choses-là, je pense, qui m'ont rendu comme ça et qui ont fait que j'ai tenu de tels propos, tu vois. Je pense que je suis rentrée dans quelque chose de mauvais. Ici, je vous partage des extraits de live et les 2 comptes qui s'expriment pour moi sont la même personne, car elle a le même timbre de voix que Kaku Rider et j'ai l'impression qu'il œuvre sous différents pseudos. Le même Kaku Rider qui justement était fier d'accueillir Bassem et qui l'a appelé Général. Aloe vera, mon frère. Voilà. Déjà qu'on a arrêté de dire, que leur odeur corporelle n'est pas comme celle de tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de votre odeur corporelle. Vous avez oublié que vous puez. Mais wallah al-adim que les khal, leur défaut, c'est l'odeur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Faut beau l'appeler Yahvé, Allah ou Dieu, ou je ne sais quoi, Allah il donnera rien du tout à ce peuple-là, parce que ce peuple-là, il est dans la zermie depuis qu'il est au monde. Khoya, depuis que le monde est monde, les khal, c'est le bas, c'est les bas-fonds. Moi, en tant que maghrébin identitaire racialiste, je donnerai ma fille que à un blanc. Voilà, un blanc. Je donnerai à personne d'autre qu'un blanc. C'est tout. Maintenant, me parlez pas d'islam, de versets, je sais pas quoi. Pour moi, les noirs ne sont pas musulmans. En France, vous n'êtes pas des musulmans. Vous êtes là que pour intérêt, pour avoir des femmes blanches. Voilà, votre seul but, c'est les femmes blanches. Donc, pour moi, vous n'êtes pas des musulmans, vous avez rien de musulmans. Vous êtes pire que des mécréants. Voilà, déjà nos ancêtres, ils ont fait une grosse erreur de vous islamiser. Vous aurez dû rester des primates. Les amis,
on arrive à la fin de cette vidéo et je vais la clôturer avec cette capture d'écran du bracelet électronique de Dieudonné. Alors, Dieudonné, opposition contrôlée ou juste un homme digne? C'est vrai qu'il n'est pas irréprochable. On a entendu également qu'il y avait des polémiques autour de la nana assurance, etc. Mais ça n'enlève en rien son côté digne. Est-ce que Bassem est un agent en mission? Le seul qui peut nous le dire, c'est ce dénommé Ahmed le Cagoulé. Est-ce que Bassem a porté plainte contre lui pour diffamation, comme il a pu le faire pour les publications sur l'histoire des pendaisons? L'idée que des agences puissent payer pour créer des conflits entre des communautés n'a rien d'anodin. Ça repose sur une stratégie de division et de manipulation ayant pour objectif d'affaiblir la cohésion sociale au sein de communautés spécifiques, sachant que les Maghrébins et les Noirs vivent majoritairement dans des quartiers populaires, c'est un risque trop important de les voir unis. Alors créer des tensions raciales peuvent être instrumentalisées pour alimenter des discours de haine ou politiques, discriminatoires, comme par exemple le fait de dire que le vivre ensemble est impossible. Il n'est pas rare de voir des politiques ou des médias d'extrême droite reprendre les publications de Bassem Braiki. Certains ont repris ces publications pour justifier l'islamophobie ambiante, qui cache en vérité un racisme anti-maghrébin. Moi, je suis polonais par ma mère, bon voilà. Mais ça fait des années que la France n'est plus un pays d'immigration massive. Plus de 90% de la population française, elle est née ici. Donc ce ne sont pas des immigrés. Et donc, pour dire les choses tout à fait clairement, un certain nombre de gens qui votent en pensant qu'il y a trop d'immigration dans ce pays, en fait, ce sont des gens qui pensent qu'il y a trop d'Arabes dans ce pays. Mais l'écrasante majorité des Maghrébins et des Français d'origine maghrébine, ce sont des gens qui sont nés en France et même de parents français à l'heure où on parle. Et donc, à partir du moment où les fondamentaux du débat politique et de la compétition électorale se font sur des données qui sont fausses, de toute façon, il est trop tard. C'est également une manière de vous fermer les yeux sur les conflits dans le Moyen-Orient, de désigner un méchant et de légitimer des crimes. Exploiter le chaos en créant, par exemple, un climat de violence afin de justifier des mesures répressives, comme des lois sécuritaires, comme ce qui a pu être fait après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, paix à son âme. Bref, manipuler des tensions raciales ou ethniques à des fins politiques, sociales ou économiques, par exemple pour vendre des armes, etc., etc. Tout ce que j'énumère depuis tout à l'heure est tout sauf une théorie complotiste. Alors je vous partage en bonus les éléments que je n'ai pas pu développer car la vidéo allait durer 2 heures de plus et je pense que vous en avez marre, tout comme moi, de parler de Bassem. La conscientisation c'est bien, mais apprendre à être procédurier, c'est mieux. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Grosse force à vous. Peace. Les quartiers, on a tous grandi avec des blacks. Donc d'avance, j'exclus les blacks musulmans, les frères sénégalais, les maliens, ainsi que je le répète, tous les blacks musulmans qu'il peut avoir. Non, moi je m'adresse aux autres filles. Maintenant, la deuxième truc, t'as capté, c'est de dire ne mettez pas tous les Renois sur tous les musulmans dans le même sac, subhanallah. Il y a quoi de mal à dire ça? Mais frérot, en fait, c'est excuse-moi, Rouya. Excuse-moi, Rouya. Oh, ok, d'accord. Où sont les musulmans noirs pour pointer du doigt ces enfants de Kémy? Mais c'est ce que je viens de dire. Il n'y en a aucun. Wallah, il n'y en a aucun. Moi, je les ai vus. Ils sont traités de noirs. Me clasher avec un Kémy qui au moins il n'a pas les mêmes positions que moi, que ces fameux noirs musulmans, c'est leur équipe de fils de les 2-3, toute leur équipe de fils, la tête de ma mère dans leur privé, ils parlent qu'à des maghrébines. J'aimerais répondre à les gens en commentaire qui disent les kémites et les bassémistes dans le même sac. Oui, mais nous, au moins, nous sommes quelqu'un. J'allais le dire en plus, Bassem. Que ça soit eux ou que ça soit nous, nous sommes quelqu'un. Vous êtes quoi? Je vais dire la même chose, Bassem. Vous êtes perdus. C'est tout. Et les bassémistes, au moins, c'est quelqu'un. Vu que le concept de cette vidéo, c'est de mettre en opposition le parcours de Dieudonné et Bassem Braiki, la différence majeure qui ressortirait immédiatement, c'est la constance dans le discours de Dieudonné. Malgré les polémiques et les conséquences de ses prises de position, il ne dévie jamais de ses convictions. Et vous venez de voir avec ce qui s'est passé, avec l'histoire de la lettre d'excuse,
puisqu'il ne s'est aucunement censuré quand il aborde le conflit israélo-palestinien, alors que ceux qui tentent de le bâillonner et le dompter depuis plus de 20 ans pensaient qu'ils avaient réussi à le soumettre à force d'usure. A l'inverse, Bassem Braïki, lui, se distingue par son double discours. Ses prises de position varient selon les situations ou les publics auxquels il s'adresse. Vous voyez les Juifs, lui, Bassem Braïki, je l'aime beaucoup. Je l'aime comme j'aime Papacito, un peu plus Papacito quand même. Je le suis depuis longtemps. En fait, je l'ai connu grâce à Grégory Shelley Hulcan. Et j'étais vraiment mort de rire avec leur guéguerre, Feuge, Rebeu. Mes enfants sont choqués de me voir le regarder sur sa radio pratiquement tous les soirs. Ils n'ont jamais compris pourquoi j'aimais regarder, entendre et rire d'une racaille. Et je leur réponds, si toutes les racailles pouvaient être comme lui, il n'y en aurait plus. Malgré les apparences, c'est un homme qui a beaucoup de cœur et qui fait beaucoup pour sa communauté, afin qu'elle se comporte mieux en France. D'ailleurs, incroyable, je n'ai jamais vu de ma vie un rebeu qui a autant une tête de juif. Comme Papacito, j'ai jamais vu un chrétien qui a autant une tête de juif. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que tu es en train de me raconter, gros? Bah non, parce que l'histoire, elle est liée. Parce que quand Koupchen, il a dit, j'ai une avocate israélienne. Qui était cette avocate israélienne? C'était la sœur de Bassem. Ah ouais, frère. Choquant. Chez nous, les vrais maghrébins, quand on dit sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une fille du quartier, ça peut être une fille qu'on connaît bien. Surtout avec vous, bande de filles. Alors amis, frère lyonnais, moi j'ai une sœur, elle est juive, elle est avocate. Eh ben je le savais pas. Ah bah ouais. Personne. Ma sœur elle m'a rapidement expliqué, je me suis embrouillé avec elle, je lui ai dit qu'est-ce que tu vas parler à ces pourquoi tu parles à eux? Moi bien, Blata, la tombe de mon grand-père, ma mère, je vais le découper en morceaux. Écoute bien ce que je te dis. Je vais le découper en morceaux. C'est clair, net et précis. Maintenant, ma sœur, je l'ai insultée de tous les sens. Même elle, je vais la démonter, grande sœur ou pas. Te mêle pas des influences. Il est très fort. Il sait comment faire. Je suis un mec de quartier dans la misère qui aide les gens. Mais en réalité, j'ai mon cerveau qui est pas comme les mecs de quartier. Je suis allé loin dans ma vie. Il a une sœur avocate. Il est très très intelligent.